Bonjour à toutes et à tous, Éric Béliveau, généalogiste amateur, passionné d'histoire et créateur de la chaîne Raconte-moi mes ancêtres. Je suis en compagnie de mon ami, collaborateur et co-animateur Yann Lauzon. Yann, ça va bien? Ça va très bien, merci. J'espère que ça va les auditeurs. Toi, Eric, comment ça va? Ça va super bien, merci. Écoute, Yann, qu'est-ce qu'il y a de spécial aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est le 11e jour du 11e mois et comme on sait, à 11 heures, le 11e jour du 11e mois était la signature de l'armistice qui mettait fin à la Grande Guerre. Là, on parle de la Première Guerre mondiale. Mais depuis ce temps-là, on célèbre l'armistice, ce qui est maintenant au Canada le jour du souvenir. Donc, c'est le moment qu'on a pour commémorer les gens qui se sont battus pour nos idéaux. Particulièrement aussi, si on pense à ceux qui sont tombés au champ d'honneur, qui sont morts au combat, les vétérans qui ont participé aux guerres, Première Guerre, Deuxième Guerre mondiale, mais aussi tous les autres conflits auxquels on a participé, l'Afghanistan, la Corée. C'est une journée pour célébrer nos vétérans. Puis justement, on a ajusté notre sujet pour parler de nos vétérans. Quand on avait parlé des outils l'autre fois, on avait été contacté, Eric, tu peux s'en parler un peu? Ouais, ben, suite à ta parution là, de la capsule on avait faite sur Armand Lachance, eh bien, il y a quelqu'un qui nous a communiqué. Il va dire, hey, il y a un site qui existe, puis je pense que vous pourriez trouver un petit peu plus d'informations. Et non seulement ça, mais on a été mis en communication avec les créateurs du site. On va vous présenter l'entrevue à la fin de l'émission. Mais tout d'abord, Yann va nous montrer le site Devoir de mémoire, puis qu'est-ce qu'il peut trouver comme information. Alors, Yann, si tu peux nous montrer ça. Donc, c'est ça, le site Devoir d'un mort. La raison pour laquelle on n'est pas tombé dessus quand que je travaillais sur les outils originalement, c'est le concept Devoir de mémoire est grandement utilisé en France. Il y a beaucoup de sites sur Devoir de mémoire. On parle de l'Holocauste, des Juifs, des patriotes français qui sont tombés au combat, des gens morts pour la France. Puis si on fait une recherche ici, là, sur Google, sur Devoir de mémoire, on tombe sur plein d'affaires français. Puis le Québec, là, c'est le gouvernement Devoir de mémoire actualité. Le Québec est comme bien en seconde Arrive. zone par rapport à ça. On arrive après parce que c'est un terme qui est vraiment grandement utilisé. Par contre, si on fait une recherche sur Devoir de mémoire Québec, le premier résultat, c'est devoir de mémoire au pluriel.ca et c'est le site qu'on veut vous parler aujourd'hui. Donc, devoir de mémoire, les soldats du Québec morts en service. Comme je disais tantôt, puis on va en parler aussi tantôt pendant l'entrevue, on a des gens qui sont allés pour servir nation, puis qui ont défendu nos idéaux au combat, et puis qui sont tombés au combat. C'est important de se souvenir d'eux parce que la raison pour laquelle notre société présentement, elle est comme elle est, c'est qu'il y a des gens qui ont fait l'ultime sacrifice pour protéger nos idéaux, nos valeurs. Donc, aujourd'hui, c'est une journée particulière, c'est le moment justement d'en parler. Puis peut-être juste spécifier, on va en parler évidemment un peu plus en entrevue, mais c'est vraiment pour les soldats du Québec qui sont morts en service. Ben, il y C'est en pas a, nécessairement, il y en a aussi qui sont morts au Québec, vont apparaître là, dans cette ouais. liste-là. Là. Pas nécessairement des gens qui sont nés au Québec. Là. Il y a eu des soldats étrangers qui sont arrivés ici puis qui sont décédés ici. Ils pourraient apparaître dans cette liste-là. Ouais, Mais ceux dans notre qui, cas qui nous intéresse, on va faire un petit peu de recherche sur Armand Lachance. donc, là, de la façon qu'on va fonctionner, nous autres, on va se focuser sur Armand Lachance, la même chose que les dernières fois. Donc, rechercher un soldat. On peut écrire ici le nom de famille, Lachance. Puis là, on devrait trouver Armand là-dedans. Donc, ça va où est-ce qu'il est, quelle guerre, on pourrait aussi aller avec ça. Donc, on peut voir Armand Lachance, 1922-1944, Seconde Guerre mondiale. Ça devrait être lui. Il y a eu plusieurs Lachance. Donc, on va voir. Armand Lachance, 1922-1944, identification Lachance, Armand, initial A, sexe masculin, langue française, religion catholique, date de naissance 2022-05-20, donc janvier, mars, avril, mai, 20 mai 1922, ville natale Sherbrooke, province Québec, prénom du père Adolphe. On l'avait vu dans le passé, Adolphe, ce soit être le père de mon grand-père, donc de son père à lui. Sa mère, c'était Victoria Poulain, on le voit ici. Situation personnelle avant son enrôlement. Résidence Sherbrooke, province Québec, métier, chauffeur de camion.
Originalement, il avait été affecté à un région. On l'a vu quand on parlait de lui. Il était affecté pour chauffer des tanks parce qu'il était chauffeur de camion. Puis ensuite, il a été mis, on le voit ici, dans le régiment de la Chaudière. Donc, état patrimonial ici pour célibataire. Euh, il s'est fiancé pendant la guerre. Il est décédé sans avoir été marié. Donc, il est décédé célibataire d'une façon formelle. Renseignement additionnel. Fils de Adolphe Lachance et Victoria Pauline de Sherbrooke. C'est ce qu'on sait déjà. Ici, on a le lac baptême. Il va y avoir baptême. On a son lac de baptême directement. C'est cool. Ben, c'est sépulture aussi, peut-être, là, parce que c'est écrit baptême, sépulture. Ben, je peux pas cliquer sur l'image, puis je vois ici que c'est un B, fait que c'est son baptême. Ah, ouais. À droite, enroulement. Il s'est enrôlé en 1941, février-mars-avril, le 7, à Sherbrooke, dans la province de Québec. Son numéro de matricule 46974, le grade de soldat dans les forces armées. Ils ont différentes forces. On a la marine, l'aviation et l'armée. Il y a celle pour le Canada. C'est pas parce qu'on est mort au combat puis qu'on est québécois qu'on a nécessairement servi pour le Canada. On aurait pu avoir servi dans un régiment british. OK. Surtout dans la Deuxième Guerre, la Première Guerre, là, on faisait partie, surtout à la Première Guerre encore plus, on faisait littéralement partie de l'armée britannique. Donc, on sert pour la couronne britannique. Il était dans le régiment de la Chaudière, qui est un régiment francophone. Division guerre-opération, Seconde Guerre mondiale. Honneur, c'est sérieux, une médaille de bravo, quelque chose, j'imagine, ça aurait été ici. Décès, le janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre 25, 1944, à l'âge de 22 ans. Présumé mort au combat. On a vu, nous autres, la dernière fois, qu'il avait retrouvé son corps avec son dog tag, là. Il est décédé en Belgique. L'inhumation s'est donc faite en Belgique, en Flandre orientale, au cimetière d'Adégem. Ah, ça, c'est un lien. On va aller regarder ça. Le Adégem Canadian War Cemetery, le nom formel, qui est en Flandre orientale. L'adresse, c'était pas vraiment une adresse. Le cimetière est comme dans un champ. Provenance de la photo. Merci à Frank Raymond de nous montrer le cimetière. On va en parler un petit peu plus dans l'entrevue, mais chose intéressante, on a les coordonnées GPS de la pierre tombale qu'on peut voir là. Oui, c'est cool. Afficher la pierre tombale sur Google Maps. C'est ici que ça se passe. Tiens, là, on le voit. Puis là, armé de ça, moi, je pourrais arriver avec mon téléphone cellulaire ou un GPS, puis aller directement à la pierre de Armand. C'est important parce que, tu sais, moi, je suis allé voir des compagnons de combat de mon grand-père là, dans ce spécial militaire. Puis t'arrives là, puis toutes les pierres tombales sont pareilles. Tu peux pas passer pierre par pierre pour le trouver par nom. Là, il y en a trop, ce serait vraiment fastidieux. Il y a un registre à l'entrée, un registre papier. Fait que là, tu t'en vas, puis s'il y a personne, il va falloir que j'attende, parce que la journée que j'étais, il y avait d'autres gens. Puis là, tu finis par prendre le registre papier, puis là, tu regardes, tu trouves son nom, puis là, tu vois, tu sais, il va avoir le rangé colonne. Puis là, tu regardes où est-ce que c'est, puis le processus pour trouver la première pierre tombale avec ça, ça avait été facilement 5-10 minutes. Si j'arrive armé de cette information-là, je peux aller directement tout de suite au bon endroit puis le retrouver. Dans le coin du cimetière, puis tu vas le trouver dans les 3 à 5 mètres de rayon là, maximum. Puis je peux savoir tout de suite en arrivant, là, avant même d'être parké, je sais dans quel coin je vais être obligé d'aller pour aller le retrouver. C'est un gros plus. Quand même. Fait que ça, on l'a ici. Là, on a sa photo. Provenance de la photo, c'est Mémoire virtuelle de guerre du Canada. On avait parlé du Mémoire virtuelle de guerre, donc on a la photo là, de Armand Lachance. Ensuite, plus loin, ici, on a la photo de sa pierre tombale. Armand Lachance, le régiment de la Chaudière, le 25 octobre 1944, âge 22. Le message, je pense que j'ai déjà mentionné, le message qui est sur une pierre tombale, ça, c'est custom pour chacun des... Bon, il y a plusieurs symboles sur une pierre tombale militaire. Ici, on va avoir, là, c'était l'armée canadienne dans une feuille d'érable. S'il avait été dans l'aviation royale canadienne, ça aurait été les armoiries de l'aviation royale canadienne. Ça a en fonction de l'unité dans laquelle ils sont. On a son numéro de matricule D46974, son rang,
en anglais, private, a Lachance, donc son initiale au lieu de son nom complet, parce que souvent, ils vont pas avoir le nom complet, Armand Lachance. Le régiment de la Chaudière, qui est un régiment francophone, donc en français, avec la date qui était francophone en français, le 25 octobre 1944. Ici, on a une croix parce qu'il était catholique. S'il avait été d'une autre confession religieuse, ça aurait été un autre symbole ici. Et le message qui est custom. Là, on peut voir que au cimetière, les autres, ils font les pierres tombales ont toutes des fleurs. Ça, c'est l'aménagement, c'est les Belges là-bas qui s'occupent de rajouter des fleurs là-dessus. Ça aurait pu être juste un terrain avec du gazon. Euh, L'organisme qui s'occupe de l'entretien des cimetières les garde en ordre pour que pas que tu arrives avec une place qui est avec des hautes herbes et ainsi de suite. Mais c'est quand même beau à voir que, tu sais, ça fait quand même plusieurs années qu'il est décédé, puis tu arrives, c'est en ordre. La pierre, elle est tenue en état, tu sais, elle n'est pas délabrée. Ah, c'est entretenu, là. Ils ont beaucoup de respect pour... Ouais. Puis ça, là, directement sur Devoir de mémoire, on a tout de suite ça ici, le savoir à chercher. C'est quand même cool. Ouais. Dossier militaire et documents complémentaires. Cliquez ici pour afficher le contenu du dossier. C'est intéressant, on va aller voir ça. Dossier militaire. Donc là, on est sur Devoir de mémoire, dossier D46974, Lachance Serment. Je sais pas si tu te souviens, on avait passé au travers de son dossier militaire déjà, c'est la même chose. On voit son dossier militaire. On repassera pas au travers. Si vous voulez voir ça, on a déjà, c'est les mêmes documents que ce qu'on a déjà regardé dans une autre capsule. Vous pouvez les voir, Eric, je pense que ça va être un lien dans les commentaires de notre capsule vers ce truc-là. Mais c'est le dossier complet. Puis là, ça, c'est le fun parce qu'il avait fallu qu'on cherche, nous autres, pour trouver ça originellement. Donc, si à la place, j'avais commencé par Devoir de mémoire, j'aurais eu ça comme instantanément à la place de fouiller pour, ce qui est quand même bien. Ah ben. C'est super le fun. 47 pages de documents militaires de Private Armand Lachance. Okay. Puis ça, c'est un dossier. Il y en a plein. Il essaie d'avoir tous les soldats québécois tombés au combat pour la défense de notre pays. Il couvre tout ce qui est faisable avec ça. Donc, c'est un devoir de moine. Il n'y a rien de mieux que de parler avec eux pour voir c'est quoi comment ça a commencé, ce site-là, comment que ça s'est passé, comment c'est fait. C'est un travail fastidieux, c'est un travail vraiment, vraiment colossal. Rien de mieux qu'aujourd'hui pour en parler. Là, c'est une bonne journée pour parler de ça, parce que c'est quelque chose qui était même. C'est important de se souvenir des gens qui sont allés nous défendre. Nous, on n'a pas besoin d'aller se défendre présentement. Il y en a qui l'ont fait, sinon on ne serait pas dans la société dans laquelle on est aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle on parle allemand, on parle français et pas allemand, c'est qu'il y a des gens qui sont allés battre le fascisme pendant la Deuxième Guerre mondiale. Avec la situation politique actuelle, on sait que c'est quelque chose qui pourrait revenir. Ça prend des gens pour défendre nos idéaux. Puis il y en a de ces gens-là qui sont allés défendre nos idéaux qui ne sont pas revenus. Donc, eux, justement, ils vont commémorer ces gens-là. C'est très important. Alors, on vous présente José, Paul-Émile et Marcia, qui sont les créateurs du site Devoir de mémoire qu'on a en entrevue. On vous présente ça à l'instant. Alors, on est en compagnie de Marcia, Paul-Émile et José. Ça va bien, vous trois? Ça va très bien, merci. Vous pareillement? Passez un bel été? Ah oui, j'ai passé un super bel été. Merci beaucoup. Ça va super bien. Toi, Eric? Oui, ça va super bien, merci. Alors, d'entrée de jeu, je vais commencer par vous demander de vous présenter puis nous expliquer un peu ce qui vous a amené à nous parler du sujet d'aujourd'hui. À commencer par José. Ah ben moi, ce qui m'a amené à m'intéresser au sujet, c'est un voyage en France en 2011 que j'ai organisé pour la Société généalogique canadienne-française, dont la thématique était pèlerinage sur les lieux de mémoire de nos anciens combattants. Durant ce voyage-là, c'est comme j'ai réalisé que le Canada avait beaucoup contribué aux deux guerres, ce que j'ignorais un peu avant. Je savais que les Canadiens avaient combattu, mais pas à ce point-là. C'est dans les cimetières où j'ai vu plein de noms canadiens, français, entre autres, que j'ai réalisé quel avait été notre apport. Et je trouvais triste que si moi je pensais que c'était pas notre histoire, je me suis dit il y a plein de gens qui pensent la même chose, donc il faut faire connaître cette histoire-là au Canada, particulièrement au Québec.
Parce que du côté anglophone, on voit davantage d'activités de commémoration que du côté francophone. Donc, mon idée, c'était de faire connaître l'histoire de tous les Québécois, parce que nous, dans la base de données, c'est tous les Québécois, mais particulièrement les Canadiens français, parce qu'on en parle peu. Donc, ça a été un peu une révélation durant ce voyage-là. Okay, merci. Paul-Émile? Oui, moi, après, lorsque j'ai pris ma retraite, j'ai commencé à m'intéresser à la généalogie, et c'est là que j'ai eu l'occasion de rencontrer José. On a eu quelques projets ensemble et on a discuté ensemble sur comment on pourrait faire élaborer un projet pour publier l'information sur les Québécois qui ont perdu la vie en service. Donc, on a pu travailler sur comment obtenir l'information et comment la rediffuser par la suite. OK. Puis là, j'imagine que Marcia, c'est à partir de ce moment-là qu'elle rentre dans le projet. Oui, c'était un beau défi. J'avais déjà appris le PHP MySQL. Moi, je suis infographiste et puis je faisais des sites web aussi auparavant. Fait que, en discutant, on a réalisé que un site web, c'était une bonne occasion puisque c'est pas imprimé, donc c'est pas, on peut toujours le faire évoluer puis augmenter les renseignements qu'on a. Fait que c'est comme ça que ça a commencé. Ça, je dois dire que la part de Marcia, ça a été un cadeau parce que c'était pas prévu au départ. Moi, quand j'en ai parlé à Paul-Émile de faire une base de données, je savais pas que Marcia faisait des sites web. Quand on a commencé à travailler sur une base de données, puis une journée, ils me sont arrivés avec un site web sur lequel Marcia avait commencé à travailler. Moi, je pensais faire héberger la base de données peut-être sur un quelconque site. Puis finalement, on a eu la chance que Marcia nous a fait un très beau site Internet. Donc, ça a été un plus qui n'était pas prévu au départ. OK. Justement, ça m'amène à ma prochaine question. Moi et Yann, on est dans le domaine de l'informatique, hein, fait qu'on on sait que monter une base de données puis un site web, c'est quand même beaucoup d'heures là, de travail. Mais le plus gros du travail, une fois l'application mise en place, c'est la collecte de données. L'entrée de données, c'est quoi les étapes de collecte de données que vous avez faites dans ce cas-là en particulier, là, parce que c'est un système, on va aller chercher quel genre d'informations qu'on va chercher. Ça, je vais laisser Paul-Émile répondre. OK. Bon, une fois qu'on avait ciblé finalement l'information qu'on désirait, on parlait finalement de Québécois qui étaient soit nés, résidents au Québec lorsqu'ils se sont enrôlés, ou encore inhumés au Québec. Donc, des personnes qui sont décédées au cours de conflits pour le Canada. On a trouvé un site que Yann a déjà présenté dans des vidéos antérieures. Donc, celui le mémorial virtuel de guerre du Canada. Et l'information était disponible à cet endroit-là. Par contre, on ne pouvait pas la télécharger. Donc, on a trouvé une alternative qui est le site du Commonwealth, qui lui nous permettait de télécharger tous les soldats du Canada pour la Première et la Deuxième Guerre mondiale. Donc, vous ramassiez nos dossiers de nos militaires en passant, dans le fond, par les British. Exactement. Étant donné que on était sous l'égide du Commonwealth à l'époque. Encore la Deuxième Guerre mondiale, le Canada était techniquement une nation qui faisait encore partie de l'Empire britannique, là, par ricochet. Tout à fait. Et ceci nous a permis d'aller chercher les deux grands conflits mondiaux. Par contre, il y a d'autres conflits. Dans notre site actuellement, on a des données de 1812 jusqu'à tout récemment, même des attaques terroristes. L'Afghanistan. Et pour ceux-là, on devait rentrer l'information manuellement en les extrayant du site du mémorial virtuel. Donc, l'ensemble de l'information provenait principalement du Commonwealth. On a extrait l'information et on l'a amené dans un chiffrier Excel, tout simplement, par lequel on a pu travailler sur
extraire qu'est-ce qui venait du Québec, parce qu'il n'y avait aucune information qui nous permettait de sélectionner facilement ce qui était du Québec, autre que possiblement une consonance francophone. Mais on a décelé qu'il y avait également des francophones qui répondaient à nos critères, donc il fallait qu'on puisse les inclure. On a des francophones en Ontario, au Nouveau-Brunswick, même dans l'Ouest canadien, là, en Nouvelle-Écosse. Mais en Ontario particulièrement, il y a beaucoup de non-francophones qui sont anglophones. Exact. Donc, on a tout sélectionné l'information qui semblait appropriée et par après, avec l'analyse des différents dossiers militaires, on a pu raffiner l'information en sélectionnant ceux qui étaient appropriés. Et ça nous a permis également de rajouter des champs pour faire des requêtes éventuelles comme la langue, les parents, même la religion, de façon à parce que ça faisait partie de leur dossier militaire à ce moment-là. C'était une information textuelle. Ouais. Donc, on devait la ramener pour être en mesure de sélectionner. Une fois qu'on a fait préparer cette information-là, on l'a également complété avec d'autres informations. Entre autres, on a inclus les navires marchands qui avaient été torpillés. Moi, j'ai travaillé pour l'Alcan et on a eu effectivement des navires à l'Alcan qui ont été torpillés dans les Bermudes durant le conflit par des U-boats. Donc, c'est un peu ce qui nous a aidé. On a été sur le site uboat.net pour être en mesure d'aller les chercher. Par la suite, on voyait qu'on n'avait pas pour l'ensemble de nos individus nécessairement de l'information visuelle, comme photo de la pierre tombale, photo de l'individu. Et on a travaillé au niveau des pierres tombales, José a coordonné l'obtention des différentes photos dans les cimetières, surtout à l'étranger. À la Première Guerre mondiale, la majorité des décès étaient à l'étranger. À la Deuxième Guerre mondiale, à l'étranger également, mais on ramenait pas les corps. Tandis que par les autres, les conflits subséquents, là, les corps étaient ramenés au pays. Et ça a été un gros effort de regrouper l'ensemble de photos et de les associer à ces bons individus. Ensuite, il m'est arrivé un événement où est-ce que j'avais assisté au décès de ma cousine, qui n'a pas rapport du tout avec ça, mais un an après, j'ai voulu aller me recueillir sur sa tombe et j'ai eu de la difficulté à la trouver. Ouais. Alors, l'idée m'est venue de pouvoir mettre une géolocalisation sur les tombes. Admettons que des parents qui sont en visite dans un pays étranger veulent retrouver la tombe de la personne qui leur est leur parent. À ce moment-là, on a inscrit à partir des métadatas des photos les positionnements des différentes pierres tombales. OK, là, on peut arriver sur place puis avoir directement une position sur Google Maps où est-ce que c'est. Exactement. Donc, on a débuté avec le métadata des photos, c'était pas assez précis, puis il y avait beaucoup de variantes dans les appareils. On a passé finalement par Google Maps, et avec Google Maps, en ayant la position dans le cimetière, on arrive à très bien localiser les pierres. Ah, c'est cool. Donc, on inscrit ça, et les gens peuvent l'accéder avec leur téléphone. Ils cherchent pour le nom de leurs parents et ils peuvent le trouver, la pierre, dans un paramètre à l'intérieur de, je dirais, 2 mètres. C'est excellent, parce que pour mettre un peu en contexte pour les gens qui n'ont jamais été dans un cimetière militaire, tu arrives là, tu as toutes des pierres tombales qui sont pareilles. Là, tu es comme, OK, je vais aller voir moi, j'avais été à Bretteville-sur-Laize. Mon grand-père a survécu, mais il y a des gens qui sont décédés dans un même incident que lui avait eu, que je voulais aller visiter. Puis là, ben, il y a un registre à quelque part dans le cimetière. Puis là, il faut trouver le nom dans le registre. Puis là, ensuite, ça dit, OK, cette rangée-là, cette position-là. Puis là, il faut comprendre comment est-ce que le cimetière est organisé. Après qu'on en a trouvé un, c'est moins pire, mais le premier qu'on essaie de voir, là, on peut perdre 10-15 minutes, là, juste à essayer de comprendre comment ça marche. Puis là, c'est comme, on est là pour se recueillir, on n'est pas là pour faire de la recherche. On l'a trouvé rapidement avec une carte, là. C'est vraiment la meilleure solution qu'un registre textuel. En effet, c'est très utile. Puis moi,
je m'en suis servi de l'application, puis on arrive d'un cimetière, comme Paul-Émile dit, là, maximum 2 mètres, là, la pierre tombale, elle est là. Oh, parce que c'est d'être dans le bon coin de le trouver. Après ça, on le voit, c'est correct, mais c'est parce que c'est tellement... Toutes les pierres tombales, ben, sont pas pareilles dans le sens qu'ils n'ont pas le même texte, ils n'ont pas nécessairement les mêmes logos. Mais quand on regarde, c'est toutes des pierres tombales pareilles, là, à perte de vue. Puis, c'est pas écrit qui est où. Il faut le savoir, là. Puis ensuite, on se promène. Puis, déjà, on sort dans un cimetière, c'est pas un événement qui se veut... on va là pour se recueillir. On va là pour rendre hommage à quelqu'un. On ne veut pas avoir en plus à chercher, puis à comment on sait où. Puis c'est vraiment une application intéressante. Oui. Merci. Donc, une fois qu'on a tout massé l'information à l'intérieur d'un chiffrier, on a également une liste de tous les cimetières avec leurs différentes localisations à eux, dans quelle ville ils se situent. On charge l'information dans une base de données. C'est Marcia qui l'a fait. C'est ça, là, le fichier Excel, je le transforme en SQL pour le téléverser dans la base de données, puis tout se place automatiquement. OK. Voilà. Une fois que c'est bien fait, là, l'idée, c'est de faire les outils pour le faire. Oui, c'était un bon défi, mais c'était plaisant. La base de données n'étant pas transactionnelle, c'est une information qui est relativement statique. Il suffit de l'accumuler, mais c'est pas très volatile. Donc, on peut se permettre des mécanismes comme ça pour sauver du temps. Juste dans un chiffrier pour ensuite télécharger. On a combien de noms de soldats décédés là qui sont dans les cimetières à peu près? Actuellement, on a 12 012 et on a plus de 1300 cimetières à travers le monde. Quand même. Oui. C'est pas des soldats canadiens, des soldats canadiens, français, québécois qui sont allés se battre pour notre nation et qui sont tombés au champ d'honneur. Exactement. Pas seulement pour notre nation. Il y en a, par exemple, qui étaient dans l'aviation pour pour les Britanniques. C'est pas nécessairement seulement pour notre nation. Nous, Dex, il y en a même qui ont fait la guerre du Vietnam pour les États-Unis. Donc, Dex, c'est un Québécois mort en service. Notre critère au départ, c'était ça. Est-ce qu'on entendait par Québécois, qu'ils soient anglais, français, ça n'a pas d'importance, né au Québec, qui habitait au Québec au moment de son enrôlement, ou qui est inhumé au Québec. Donc, il y en a des Allemands, par exemple, qui sont venus, pas nécessairement, des Allemands d'un camp d'Allemands ici, qui ont été inhumés au Québec, on les inclut parce qu'ils sont inhumés au Québec. OK. Ça, c'est vrai, c'est quelque chose qu'on oublie, c'est que nos hommes, nos soldats, ils sont pas juste battus pour le Canada. Là, quand il y a eu des conflits, des fois, là, ça date du temps de la Révolution américaine. Là, quand il y a un conflit à quelque part, souvent on prenait position. Puis on a des gens qui sont allés se battre là, dans des guerres que nous, on n'a pas nécessairement participé officiellement. La guerre du Golfe, la première, avant qu'on soit impliqués, on avait des pilotes là-bas. La guerre du Vietnam, on a des gens qui allaient se battre là-bas parce qu'ils pensaient que c'était important. Mais ces gens-là sont quand même battus pour nos idéaux. Puis c'est important de garder mémoire de qu'est-ce qu'ils ont fait puis pourquoi. Parce qu'ils sont allés pour défendre ce qu'on pense puis ce qu'on croit, puis ils sont pas revenus. Exactement. Nous, le but, entre autres, aussi, de la base de données, c'était de redonner un visage à ces gens-là. Donc, les photos des pierres tombales, déjà là, en partant de pouvoir voir la pierre tombale, lorsqu'on a la photo du soldat, on la met. Là, on a commencé à inclure depuis un certain temps les actes de baptême, pour que un peu leur redonner leur donner un visage à ces soldats-là. Oui, parce que c'est ça, il faut pas qu'ils soient morts dans l'anonymat, ils sont morts pour les gens sont allés défendre nos idéaux. Oui. Est-ce que vous participez aussi? Il y a beaucoup d'initiatives dans les villages où est-ce qu'il y a des cimetières, soit il y a une initiative pour justement mettre un visage sur les pierres tombales. Il y en a beaucoup en Hollande, parce qu'en Hollande, la Hollande au complet a été libérée par le Canada, donc les Québécois et les Canadiens. Pour les Hollandais, c'est important de rendre hommage aux Canadiens. Il y a des noms de rues canadiennes, québécoises. Puis, il y a beaucoup d'efforts à chaque année pour aller. Les jeunes, ils vont entretenir, puis ils vont rendre hommage aux soldats, aux pierres tombales. Puis, essayer d'avoir des photos. C'est ça. Est-ce que vous participez? Est-ce que vous collaborez avec eux d'une quelconque façon?
Ben, nous, on a collaboré avec eux, c'est plus pour les photos des pierres tombales. Parce que, faut dire que la base de données, moi, l'idée m'est venue au retour du voyage de 2011. Ça a commencé, j'avais l'idée un jour. Je suis toujours très occupée, Paul-Émile aussi. Fait que c'était un jour quand je serai à ma retraite. Et lorsqu'il est arrivé la pandémie en 2020, on était tous enfermés chez nous. Et là, qui disait aux gens, gardez 2 mètres de distance, ben, j'ai dit, c'est le temps d'envoyer les gens dans les cimetières. Ils n'ont rien d'autre à faire, puis ils travaillent pas. Ils vont pouvoir garder de la distance. Donc, c'est là que j'ai contacté Paul-Émile, que j'ai soumis cette idée-là, puis que là, ben là, je me suis mis à me faire des contacts. Donc là, j'ai des contacts, j'ai des gens, des bons contacts, là, qui ont été faire tous les cimetières en Italie, aux Pays-Bas, en Belgique, en France, un peu partout, là, que des gens qui vont faire les photos des pierres tombales. Donc, j'étais en contact avec eux. Et c'est vrai qu'en Hollande, c'est hallucinant tout ce qu'ils font pour rendre hommage aux soldats. Moi, je suis toujours très émue le 11 novembre et le 24 décembre, qui vont mettre des lampions sur toutes les pierres tombales. Puis là, tu vois ça quand il fait noir, je trouve ça tellement font ça avec les écoles, les jeunes, ils participent à ça, puis se souviennent que des Canadiens ont libéré leur pays. Exactement. On s'en souvient même pas au Canada. Exactement. C'est un des buts de la base de données. Le problème, c'est qu'on manque souvent de temps. Mais oui, moi, faire des choses avec les écoles un jour, oui, ça serait mon intention, ça, et même avec les villes. Parce que ça, avec les villes, ça fait quand même 2-3 ans que je le fais. J'envoie des messages sur les spots toutes des villes pour dire, ben là, dans votre municipalité, il y a peut-être le 11 novembre que je fais ça, tel soldat qui est inhumé dans votre cimetière. Ça peut être une belle occasion de lui rendre hommage. Mais moi, ce que je souhaiterais éventuellement, ce serait que le 11 novembre, ben, un professeur d'histoire parte avec ses élèves, qui les emmène au cimetière voir la pierre tombale d'un tel et qui lui raconte son histoire en racontant un peu l'histoire des guerres. Parce que nous, comme Paul-Émile disait, souvent sont enterrés outre-mer. Mais ceux qui sont... Parce que nous, les dates, finalement, c'est les mêmes que le Commonwealth. C'est 14-21 et 39-47. C'est les dates du Commonwealth. Parce que souvent, s'il décède un an après être revenu de la guerre, ben, il est décédé de la suite de ses blessures. Donc, il y en a quand même beaucoup dans nos cimetières de ces gens-là. Donc, ça peut être une belle occasion. C'est comme un peu de les conscientiser puis dire, c'est notre histoire. Ce que moi, je savais pas avant 2011, que j'avais pas pris connaissance. Donc, oui, éventuellement, c'est ce qu'on aimerait beaucoup. C'est, comme je dis, c'est un peu le temps qui nous manque puis les moyens parce c'est souvent, ben, faudrait de la publicité, tout ça, puis les moyens financiers, ben, là, comme c'est nous qui finançons tout, l'hébergement, tout, on n'a pas de moyens financiers pour ça, mais éventuellement, c'est sûr que c'est pas les projets qui nous manquent, disons que c'est plutôt le temps. On peut comprendre ça. Vous avez répondu un petit peu à ma prochaine question, mais c'est qui les collaborateurs là principaux dans le projet, outre vous trois, puis des contacts là, que vous avez outre-mer pour aller prendre ces photos-là? On a des gens au Québec qui ont beaucoup travaillé sur la base de données au départ, parce que je dois vous dire que durant la pandémie, c'était facile d'avoir des gens pour travailler. Les gens avaient un petit peu plus de temps. C'est ça, il y avait un peu plus de temps, donc mais là, présentement, sur la base de données, bon, moi j'en fais un peu quand j'ai du temps, mais je travaille beaucoup, je suis malheureusement pas encore à ma retraite. Puis on a, Joanne Guilbeault présentement qui travaille sur la base de données, mais là, en ce moment, c'est sûr que là aussi, on peut dire que la base de données est peut-être complète à, je sais pas, peut-être 80-85%, Paul-Émile, qu'on évalue. Parce qu'on a commencé par traiter tous les régiments, on a trié par régiment, avec les régiments déjà là du Québec, on les a fait en priorité. Ensuite, on a sélectionné les noms canadiens français pour commencer, parce qu'on disait il y a plus de chances qu'ils soient du Québec. Là, on est rendu à l'étape d'aller chercher ceux qui ont pu nous échapper. Donc, on fait cimetière par cimetière. Donc, je peux prendre un cimetière en France qui a 800 Canadiens. Il faut que je repère les Québécois parmi ces 800-là. On complète l'information, je l'envoie à Paul-Émile. Donc là, c'est sûr que il y en a moins. Là. On a déjà beaucoup qu'on a... fait que là, c'est un travail de moine, ça. C'est beaucoup d'ouvrages. Oui, c'est beaucoup d'ouvrages. C'est intéressant, c'est passionnant. Moi, tout ce que j'ai appris sur l'histoire des guerres avec cette base de données-là, c'est incroyable. Mais c'est que ça demande du temps. Mais d'un autre sens, bon, on dit... C'est comme on a écrit sur le titre, c'est en constante évolution. Des fois, c'est des gens aussi qui nous envoient des informations. À un moment donné, il y a quelqu'un qui nous a écrit... son grand-père, il avait fait la guerre, il était pas dans la base de données, on l'a ajouté. Donc,
ça évolue tranquillement, mais ça évolue tout le temps. C'est comme le site web comme tel, régulièrement, Marcia ajoute des petites choses. À un moment donné, est arrivé qu'elle a ajouté le petit onglet de côté qui dit aujourd'hui. Fait que là, on sait en date d'aujourd'hui, le 3 octobre, tous ceux qui sont décédés un 3 octobre. Ça, c'est particulièrement intéressant. J'ai été longtemps quand j'avais plus de temps, parce qu'on a fait une page Facebook qui va avec le site, que, admettons qu'il y avait un bateau qui avait été torpillé le 3 octobre, le 3 octobre, je mettais une petite histoire de ce naufrage-là. Ouais. Puis là, je mettais le lien vers la page du site web, puis les gens allaient voir dans aujourd'hui, puis ils pouvaient aller consulter directement les fiches de chacune des personnes. Donc ça, c'est des petits plus à tout champ. Le Marcia nous arrive à nous ajouter quelque chose comme ça. Donc, ça rend la base de données encore plus intéressante à consulter. Oui, puis en même temps, ça donne un moyen de ramener chacun des individus éventuellement là, à un moment ou à un autre, parce que on pense à tous les jours avec des éphémérides. Oui, en effet. On a peut-être déjà un petit peu répondu à la question, mais présentement, comment sont reconnus les gens qui sont décédés au combat, puis qu'est-ce que le site Devoir de mémoire là ajoute ou complémente à l'information qu'on a déjà? D'accord, je vais répondre. Comme je mentionnais, on extrait l'information des bases de données qui sont déjà présentes. On les enrichit avec de l'information supplémentaire qu'on retrouve pas nécessairement sur le site ou dans le dossier militaire. L'information, même lorsqu'elle est dans le dossier militaire, étant dans un format textuel non relié, on est en mesure de les regrouper. Et on extrait uniquement les personnes décédées pour deux raisons. La première, c'est que ceux qui sont revenus, ils ont leurs noms, les familles les connaissent encore très bien. Oui, il y a une descendance souvent. C'est ça. Alors que ceux qui sont pas revenus, souvent l'information est perdue, et même pour les généalogistes, c'est difficile de retrouver l'information. Lorsqu'ils sont décédés, ils ne sont pas inscrits dans des registres paroissiaux ou rarement. Donc, ça nous permet de recombiner un peu ces informations-là. Deuxièmement, on est inscrit dans les bases de données. Il n'y a pas uniquement les militaires non plus. On a eu également des gens qui sont décédés au Québec, qui sont inscrits dans les bases de données, mais qui, comme José a mentionné plus tôt, qui combattaient pour d'autres pays. Il y a eu beaucoup de Polonais qui sont venus s'entraîner. Faut penser que le Québec servait d'entraînement pour les pilotes de l'Europe, et autant à la Première Guerre qu'à la Deuxième Guerre mondiale. Donc, c'est à l'entraînement à Montmagny des gens qui combattaient pour d'autres pays, des Italiens, pas des Italiens, mais il y avait des Polonais, entre autres, que je me rappelle, il y en a quelques autres. Et ça a enrichi aussi un peu la base de données de ce côté-là. Oui, parce que quelque chose qui est pas tant connu, là, pendant la Deuxième Guerre, là, Churchill, il disait, si jamais les Allemands ils débarquent là, pendant la Battle of Britain, s'ils envahissent l'Angleterre, qu'est-ce qu'on fait? Les forces alliées doivent avoir quelque chose. Puis le plan B, le deuxième site pour avoir le centre névralgique des forces alliées, on aurait amené tout ça. Il y avait des fonds, du capital monétaire puis du capital technique qui avait été amené au Québec, au Canada, pour, si jamais l'Angleterre se fait envahir, le centre névralgique des forces alliées, là, avant que les Américains embarquent dans le jeu, là, ça se passait chez nous. Là. C'est pour ça qu'il y a eu des conférences à Québec, puis tout ça, tout était prêt pour les forces alliées auraient continué sans l'Angleterre s'il fallait. C'était chez nous que ça se passait. Fait qu'il y avait beaucoup d'entraînements qui se passaient là. Quand ils ont commencé à développer des technologies comme le radar, le premier site des forces alliées pour l'entraînement du radar, c'était au Canada. Parce que il faut apprendre comment ça marche. Parce que on était à un endroit qui faisait partie du Commonwealth, puis qui était suffisamment loin du théâtre d'opération, mais suffisamment proche pour qu'on le fasse. On a aussi servi pour nourrir toutes ces forces-là, des espions, mais aussi pour nourrir ces troupes-là. C'est pour ça qu'on a eu beaucoup de navires marchands qui se sont promenés, qu'on faisait des escortes. Les Allemands, ils essayaient d'espionner chez nous parce que c'est un centre névralgique quand même assez solide. Les gens ont tendance à oublier ça, mais on n'a pas eu un rôle mineur. Parce qu'à l'époque, ça a pris des années avant que les commémorations du jour J montrent le drapeau canadien, parce qu'on faisait partie de l'Angleterre. Mais
on avait à peu près 10% de la population qui faisait partie de l'armée dans le temps, là. C'était quelque chose. Oui, en effet. C'est sûr, comme on dit souvent, c'est un peu la mentalité. C'est sûr que nous, bon, le Canadien français était contre la conscription, fait que ça a comme joué aussi dans l'histoire. Ce qui fait que, bon, on arrive le 11 novembre, on va se promener dans le canton de l'Est. C'est fou, les commémorations qu'il y a, les fanions à tous les poteaux de téléphone. Ils font au monument aux morts, ils font une cérémonie. Nous, il va y avoir une petite cérémonie par la Légion locale. Il y a 10 dignitaires qui y assistent, à peu près tout. Ça passe vraiment inaperçu. C'est vraiment dommage. Donc, nous, c'est un des buts de la base de données, c'était ça. Là, ce qui nous reste, c'est plus trouver une façon d'agir plus sur le terrain, là. Ça, éventuellement, on va avoir un peu plus de temps pour le faire, mais déjà là, au moins, le fait de les mettre dans une base de données, de leur donner un visage, de tenter de les faire connaître. Habituellement, c'est plus autour du 11 novembre là, qu'on fait plus d'actions sur Internet, tout ça pour les faire connaître. Mais oui, c'est vraiment notre but éventuellement, là, c'est vraiment ça, là, de faire des activités qui puissent faire que les gens consultent la base de données et connaissent l'histoire de ces soldats-là. Oui, parce que la façon qu'on fonctionne au Québec, pire que juste au Canada, mais au Canada, c'est pas pareil. Parce que, étant donné que notre armée, c'est une armée canadienne, puis qu'on est québécois, par définition, on dirait qu'on est moins attaché à ça. Mais même au Canada, en général, là, tu rencontres un soldat, tu t'en vas dans un autre pays, là, c'est standard de dire, merci pour votre service. Parce que ces soldats-là sont là pour défendre nos idéaux. Quand ils vont dans un conflit, c'est pas eux autres qui ont choisi le conflit, c'est le gouvernement, puis ils vont, puis ils font ce qu'ils ont à faire. Exactement. Mais quand tu t'en vas aux États-Unis, les soldats, ils embarquent dans l'avion avant la première classe, tu sais, à un moment donné. Quand on va en France, vous avez fait des villages en France, là, un petit village français standard, tu as la mairie, puis tu as le monument aux morts. Tu as ceux qui sont morts pour la France, qui est une distinction, c'est quelqu'un qui est décédé pour la patrie. Nous autres, on fait rien de ça, c'est un peu dommage. Puis on a des héros de guerre quand même, là, tu sais, le major, on a une histoire militaire solide. Il y a une rue Léo-Major en Hollande, puis ça a pris des années avant qu'on fasse quoi que ce soit. Les Hollandais ont fait un film sur Léo-Major. Nous autres, on n'en parle même pas. Quand ils ont nommé, c'est quoi qu'ils ont nommé il y a 2-3 ans à Longueuil? C'est-tu un parc qu'ils ont nommé Léo-Major? Il y a un endroit qu'ils ont nommé, moi, j'étais arrivé au travail, puis je en ai parlé, on était une vingtaine de collègues. Il y a une personne qui savait qui était Léo-Major. Ça serait une vingtaine de collègues. C'est fou, là. C'est pas connu. C'est vraiment pas connu. Puis c'est ça, ce qui est intéressant aussi de la base de données. Nous, à un moment donné, on a décidé, une des dernières choses qu'on a ajoutées, c'était la langue et la religion. Puis ce qui est intéressant, c'est de sortir des statistiques. Et il y a tellement, quand on se met à regarder ça, il y a tellement de choses qui s'expliquent. Parce que souvent, bon, ce qu'il y en a qui vont dire, c'est que les Canadiens français, on peut participer. Ce qui est plus ou moins vrai, parce que c'est ça, quand on se met à regarder, les gens disent qu'ils sont allés parce qu'ils ont été obligés. C'est la conscription, mais c'est pas vrai. La grande majorité se sont enrôlés volontairement avant la conscription. Mais il y a des choses aussi qui s'expliquent. Quand on regarde la Première Guerre mondiale, bon, les Canadiens français se sont jamais sentis british, là. Même si on dépendait de l'Angleterre, pour eux, c'était pas leur pays, l'Angleterre. Ils n'avaient pas envie d'aller se battre pour l'Angleterre. Ils se sentaient pas vraiment plus ou moins français aussi, parce que faut dire que c'est leur arrière-grand-père qui avait vécu la guerre de 7 ans. Et les Canadiens français ont toujours eu l'impression d'avoir été abandonnés par la France. Donc, on n'a pas envie d'aller se battre pour la France ni pour l'Angleterre. Tandis que quand on regarde du côté anglais, puis ça, on le voit bien dans la base de données, les soldats anglais sont nés en Angleterre ou leurs parents sont nés en Angleterre. Eux, ils vont défendre, ils vont se battre pour leur pays, là. Donc, ça, c'est quelque chose d'intéressant aussi quand on se met à analyser, parce que nous, avec le fichier Excel, on peut faire différents tris, puis qu'on se met à analyser, il y a des choses qui sont faciles à comprendre, là. Justement, par rapport à la Première Guerre mondiale, j'avais entendu que, puis peut-être vous pouvez me confirmer ces chiffres-là, mais il y avait, avant la conscription, il y avait tout autant de Canadiens français d'enrôlés en pourcentage que de Canadiens anglais nés en sol canadien. Parce qu'il y avait eu une immigration massive des îles britanniques un peu avant la Première Guerre mondiale. Fait que beaucoup de ceux qui s'étaient enrôlés, c'était des Irish ou c'était des Écossais ou c'était des British qui étaient nés
là-bas, comme que vous disiez, ils allaient défendre leur pays. Mais pour ce qui est de la proportion de Canadiens anglais nés en sol canadien, elle était à peu près semblable à ce ratio-là de Canadiens français qui étaient déjà enrôlés. Oui, puis c'est à ce moment-là qu'ils ont commencé à fonder des régiments canadiens-français. C'est le 22e bataillon canadien-français, où est-ce que les Canadiens, c'est-à-dire ceux qui parlent français qui sont au Canada, ils voulaient démontrer que, regarde, on est capable de faire autant que les British. Là. Exactement. Ça, c'est une autre chose sûrement qui a nuit à l'enrôlement. Oui, ben, ça a toujours été un peu compliqué, c'est qu'ils essayaient parce que les francophones pouvaient se retrouver dans un bataillon anglophone, mais ils essaient de pas mettre d'anglophones dans les bataillons francophones parce qu'ils comprenaient rien. Parce que c'est le même problème que de nos jours, c'est que les francophones comprenaient un peu l'anglais, mais que les anglais comprenaient pas le français. Ben, pour revenir à mon affirmation, est-ce que c'est des statistiques que vous avez constatées aussi de votre côté au niveau de l'enrôlement? J'avoue que moi, j'ai pas fait l'analyse comme telle. En fait, pourcentage, je sais pas si Paul Émile a regardé ça. Ou c'est sûr qu'on pourrait le faire facilement. C'est juste de faire avec notre fichier Excel. Mais personnellement, j'avoue que j'ai pas fait... je sais pas si c'est 50%. Non, ça serait une bonne analyse à faire. Ça fait partie finalement de l'évolution qu'on veut donner à la base de données. Offrir des facilités pour nos utilisateurs de faire eux-mêmes certaines recherches en mettant des critères de sélection. Donc, c'est dans les évolutions envisagées, là. Et j'avoue que la question est très intéressante. Là, on a les données, mais on n'a pas pris le temps de l'analyser en détail encore. Oui, parce que je pense que c'est quand même important parce que les gens à l'époque, ils disaient les Canadiens français s'enrôlent pas. C'était la perception qu'ils avaient, mais comme je disais, mais ceux qui sont les Canadiens anglais qui se sont enrôlés, c'était des British, là, c'était pas vraiment, là, ils n'étaient pas nés en sol canadien, ils allaient défendre leur patrie à eux autres. Mais pour revenir au site, moi, je retiens là, ce qu'on a comme information complémentaire ou additionnelle à ce qu'on peut déjà trouver sur les sites gouvernementaux. Ben, il y a le positionnement là, de la pierre tombale, il y a quelques photos. Est-ce qu'il y a d'autres informations qu'on peut trouver sur le site? Il y a le remerciement aux photographes, aux gens qui sont allés prendre des photos. Il y a des photographes qui nous ont soumis à peu près 400 photos. Là, ces gens-là, ils tenaient aussi. Donc, si on va sur beaucoup de temps, ça. On peut faire une recherche par photographe pour voir leur collaboration. C'est un peu rendre hommage à tous ceux qui ont participé à ce projet-là pour nous remettre des photos. C'est des gens qui sont intéressés. C'est ça, 400 photos, ça peut être un photographe, parce qu'en tout, on doit avoir à peu près 10 000 photos dans la base de données. De pierre tombale, il nous en manque pas beaucoup, là, c'est vrai. Il y en a qui prennent plaisir à aller photographier les pierres tombales. Ouais, mais il y a des gens qui font ça pour faire de grave, puis en même temps, ça peut être écouté. Là, vous avez les photos de pierre tombale, vous avez aussi les photos des individus. Des fois, il y avait des photos officielles prises par l'armée, mais c'était pas chose commune. Dans quelle mesure est-ce que vous avez des photos des gens qui ont été inhumés? Mais en fait, on s'était limité à une photo par soldat, mais c'est sûr que si on s'était mis à mettre des photos de leur famille et tout ça, ça aurait pu être pas mal plus élaboré comme projet. Mais c'est souvent les photos les trombines que Paul Émile trouve dans les fichiers des gouvernements. Si on en prend dans les journaux. Ouais. Il y en a dans les dossiers militaires. Tous les aviateurs, ils ont leur carte dans les dossiers militaires. Donc, ça, on pouvait aller les chercher. Donc, on prend les photos un peu partout. Puis, comme complément de la base de données aussi pour répondre à votre question, ce qui est intéressant, ce qu'on a commencé à faire, qu'on faisait pas au début, mais éventuellement qu'on veut tout rattraper, c'est qu'on met les actes de baptême. Parce que je vous dirais qu'à peu près le tiers des soldats, le tiers des soldats mentaient sur leur âge. Souvent, il n'y avait pas l'âge de s'enrôler. Donc, ils mentaient sur leur âge. Moi, je regarde juste pour Dieppe. Là, je suis allée toutes les chercher pour Dieppe, mais je vous dirais qu'il y en a au moins 1 sur 3 que l'âge était pas correct. Et d'ailleurs, ça a créé une polémique parce que il y a comment il s'appelle donc le soldat doré. Comment? Le soldat doré, le plus jeune soldat des forces alliées décédé au champ d'honneur.
Boulanger. Non, Boulanger à Dieppe, qui disent que c'est le plus jeune à être débarqué à Dieppe. Et c'est pas vrai, finalement. Il a menti sur son âge. Donc, il y en a un autre qui avait menti sur son âge. En tout cas, c'est pas le plus jeune, il y en a un autre. Alors qu'à Dieppe, ils ont nommé, je pense qu'il y a une école, il y a une rue, il y a plein de choses qui s'appellent Raymond Boulanger en son honneur parce que c'était le plus jeune. Mais en mettant les actes de baptême, on s'est rendu compte que ce n'était pas le plus jeune. Il y en avait un plus menteur que lui, finalement. Oui, mais il y en avait, c'était des petits kids, là, tu sais, c'est ça, moi j'avais vu la tombe du soldat doré, là, à Bréville-sur-Lèze, le plus jeune soldat des forces alliées à être tombé au champ d'honneur, là, il y a 16 ans. Lors de la Deuxième Guerre mondiale, parce que lors de la Première Guerre mondiale, 14 ans, il était en Belgique. 14 ans, hey, 14 ans, ils sont même pas encore s'est enrôlé à Danville, au Québec, 14 ans. Puis on a un de 12 ans dans la base de données. Mais lui, il s'est pas rendu de l'autre côté. Il était tambour pour le 22e régiment. Il est décédé ici à l'âge de 12 ans. Ouais, c'est quelque chose. Mais là, tu sais, hey, 12 ans, 14 ans, là. Puis après ça, ils vont dire, les Canadiens français, ils s'enrôlaient pas. C'est pas vrai, ils mentaient à 12 ans. Oui. Il y en a beaucoup qui ont menti pour pouvoir s'enrôler. Donc, c'est pour ça qu'à un moment donné, on a décidé, parce que nous, on mettait l'âge qu'il y avait dans le dossier militaire. Ah, puis là, en faisant certaines vérifications, à un moment donné, on se rendait compte que c'est pas à bon âge. Fait que là, on a décidé, maintenant, quand on complète des données, on met l'extrait de naissance. Fait que comme ça, on est sûr qu'on a la bonne date de baptême et de naissance. Donc, ça c'est un plus qu'on trouve pas ailleurs. Comme Paul-Émile dit, bon, le nom des parents qui sont maintenant dans un champ spécifique. Avec nous, avec la base de données, on peut faire une recherche avec le nom de famille de la mère, par exemple. Et ça, c'est intéressant. Et l'épouse aussi, on a un champ qu'on a mis l'épouse. On a même un champ qu'on a ajouté le nombre d'enfants. On n'écrit pas le nom des enfants. Le nombre de frères dans la colonne remarque, mais on sait au moins que ces soldats-là, il y avait des enfants. Donc, c'est des petits plus avec lesquels nous, et comme Paul-Émile dit, éventuellement, on veut que les gens puissent faire ces recherches-là eux-mêmes. Là, nous, on peut les faire avec le fichier Excel, là, mais donc, c'est des informations. C'est un outil vraiment super bon pour les généalogistes parce que surtout ceux qui sont morts, on sait qu'il y en a qui étaient vraiment jeunes, mais même ceux qui n'étaient pas tant jeunes, souvent, ils ont peu de descendance parce qu'ils sont décédés. S'ils n'étaient pas décédés, il y a eu une descendance, mais ils n'en ont pas. Ce qui fait que pour les retrouver, des fois, s'il est mort en 1943-44, ça se peut que ton grand-père n'en parlait pas tant que ça à un moment donné. C'est un événement triste dans la vie de la famille. Puis ça se peut que quelqu'un qui fait de la généalogie ait même pas d'informations sur cette personne-là. Puis là, en faisant une recherche de même avec les parents, ça peut débloquer certaines informations qu'autrement on n'aurait juste jamais. Exactement. Parce que contrairement, par exemple, en France, ils vont mettre une annotation marginale dans les registres pour dire que la personne, je sais pas, est décédée et a été inhumée en Allemagne. Au Canada, il y a Marcel Fournier qui a essayé de faire la même chose, qui a fait des démarches auprès de l'État civil pour le faire indiquer, puis ça n'a pas passé. Donc, le frère de mon arrière-grand-père qui est décédé à la Première Guerre mondiale, si je ne sais pas qu'il est inhumé en Hollande, je le trouverai jamais. Ben oui, il y a son acte de décès ici, puis il est disparu. On ne sait pas où ce qui est passé. Donc, oui, c'est dommage. C'est dommage. Peut-être nous, la base de données, oui, elle a un peu beaucoup la connotation là, pour donner un coup de main aux généalogistes là, qui recherchent des gens dans leur famille. Là. Donc, ça a deux buts. Rendre hommage à nos soldats et en plus, nous, en premier, on est des généalogistes. Donc, on a voulu aussi donner un petit coup de main aux généalogistes avec la base de données. Paul-Émile, vous aviez quelque chose à rajouter? C'est simplement compléter ce que José a mentionné. Dans le fond, c'était une des motivations premières pour notre objectif était carrément de rendre hommage et en même temps d'aider les généalogistes. Donc, ça rentrait pile sur le but de la base de données. OK. Ben justement, ce qui nous lie aujourd'hui, c'est parce qu'on en parlait un peu tantôt. Yann avait fait une présentation là, sur des outils pour aller trouver des informations là, de dossiers militaires. Puis on a un auditeur qui nous a envoyé un lien vers votre site, puis avec le soldat dont Yann avait parlé durant l'entrevue. Puis c'est ça, fait que il nous a envoyé ça, puis c'est comme ça qu'on était en communication. Mais justement, l'objectif, c'est ça, c'est de faire connaître aux gens. Est-ce que vous avez des témoignages de gens
qui me sont venus puis qui ont dit, Colin, moi, j'ai trouvé plein d'informations à cause de vous. J'ai pu aller voir la pierre tombale de mon grand-père ou de mon arrière-grand-père ou souvent, ça va être des grands-oncles, j'imagine, là, quand même, là, parce que la plupart du temps, ils n'ont pas affaire de descendance, là, mais est-ce que vous avez des témoignages de la sorte? Oui. Oui, il y en a. Ben, Paul-Émile a mis, Marcia, sur le site web, je pense qu'on a une place, on a mis des témoignages. Puis, oui, des gens, là, qui nous remercient pour la base de données, que ça leur a été très utile. Des fois, c'est des gens qui nous contactent aussi en privé pour dire, moi, je suis allé à tel endroit, à tel cimetière. Puis, oui, on en a des témoignages, là, de gens que la base de données leur a été très utile. Et les témoignages qu'on a, c'est surtout des gens qui sont heureux qu'on fasse quelque chose pour rendre hommage à ces gens-là, pour les faire connaître, parce que c'était un gros manque du côté particulièrement canadien-français, disons. Là. Donc, ça, je pense que c'est quelque chose dont les gens sont vraiment très heureux. Oui, je vous dirais qu'il y a probablement deux types d'individus, ceux qui sont contents du travail que vous avez fait, puis ceux qui savent pas que vous faites le travail puis qui auraient besoin de savoir. C'est sûr qu'éventuellement, si on avait plus de temps, plus de moyens financiers aussi, on pourrait davantage faire connaître la base de données. Parce que c'est sûr que, bon, là, c'est connu dans le milieu généalogiste. Moi, comme je vous dis, autour du 11 novembre, d'habitude, je vous donne un petit blitz là, pour partager beaucoup des informations, mais bon, de là rejoindre toute le Québec, c'est une autre histoire. Là. On n'a peut-être pas, pour l'instant, c'est un peu le temps, puis ce sont les moyens là, qui nous limitent un peu, là, mais on fait ce qu'on peut, on essaie de la faire connaître le plus possible, mais c'est sûr que elle pourrait être davantage connue, parce qu'il y a quand même souvent j'en parle à des gens, puis dans le milieu de la généalogie, je pense que les gens la connaissent quand même pas mal. Mais si on sort du milieu, là, c'est plus c'est moins connu, disons. Moi, j'aime beaucoup le nom, parce que justement, c'est ça, c'est que c'est au Québec, au Canada beaucoup, mais au Québec principalement, on se remémore pas, ça, c'est comme une facette de notre histoire qu'on a l'impression qu'on veut juste pas mentionner. Mais c'est ça, c'est un devoir qu'on a de se remémorer ces gens-là. Je veux dire, présentement, là, on n'est pas sur un troisième Reich, là, parce qu'il y a des gens qui sont allés donner leur vie au combat, mais ces gens-là, c'est important pour qui on peut être présentement aujourd'hui, puis qu'est-ce qu'on peut faire. Puis il faut pas oublier ça. Donc, c'est un devoir, dans le fond, de se remémorer ça. Puis c'est un travail vraiment difficile et compliqué de le faire. Puis ça vaut la peine de le mentionner. Là. Oui, je pense qu'il faut être fier de cette histoire-là. Tu sais, vous parliez tantôt de Léo Major, il y a Paul Triquet, on a plusieurs héros qui ont eu la croix de Victoria, là, quand même, qui sont pas connus. C'est des noms, là. On parle de ces noms-là, puis c'est abstrait, là. Particulièrement encore plus pour les jeunes. Les gens, peut-être, qui sont plus en histoire, généalogie, c'est des noms qui peuvent leur donner une idée, là. Mais sinon, ils sont très peu connus, puis il faut en être fier de ça. Faut s'en rappeler, puis il faut en être fier. Donc, il y a ça aussi sur le site Internet qu'on a ajouté à un moment donné, c'est que les médailles que les soldats ont reçues, on les a mis dans la base de données, donc les médailles de reconnaissance. Donc, c'est intéressant aussi de voir là, ceux qui en ont reçu. Puis, bon, j'aurais tendance à nuancer la question en disant, si vous aviez plus de moyens et plus de temps, quelles seraient les prochaines étapes au projet? Ce qu'on a parlé, c'est plusieurs fois qu'on en parle, mais encore là, c'est ça, c'est le temps, puis faire une ligne de temps. Éventuellement, ce qu'on veut faire sur le site web, c'est faire une ligne de temps pour chacun des régiments. Par exemple, 22e régiment, toutes les batailles auxquelles ils ont participé. Et là, qu'on pourrait faire des liens aussi avec une carte, là, situer les grandes batailles où est-ce qu'il était. Donc, quelqu'un que son grand-père a fait la Première Guerre mondiale avec le 22e régiment qui est décédé à tel endroit, mais pour avoir les principales batailles auxquelles il a participé. On pourrait, par exemple, sur cette carte-là, dans l'océan, mettre des petits bateaux avec le nom des bateaux où est-ce qu'ils ont coulé, des choses comme ça, mais c'est sûr que c'est du développement. C'est beaucoup de travail. Oui, mais c'est des choses l'information, pour les gens qui se demandent, l'information, elle existe. Il y a eu tout ce qui s'est passé durant les guerres. Il y a les War Diaries. Malheureusement, notre ami est en caisse. Les War Diaries. Puis, donc, chacun des événements qui se sont passés durant la guerre a été documenté.
cette information-là est juste difficile ensuite à extraire. C'est pas, même quand c'est indexé, juste trouver l'information, là. C'est ça. Moi, j'avais essayé de suivre mon grand-père qui était dans le Maisonneuve pendant la deuxième, là. Il a passé comme une trentaine de jours sur le champ de bataille au total, là, entre son arrivée et quand il est revenu. Puis, ça a été des semaines de travail pour voir qu'est-ce qui se passait, quoi, quand, là. Puis, on parle d'une trentaine de jours, là. Mais maintenant, c'est plus facile parce qu'il y a beaucoup de journaux de guerre qui sont numérisés, qui sont accessibles sur le site de la Bibliothèque et Archives Canada. Mais c'est sûr qu'il faut que les gens sachent où chercher et il y a beaucoup d'abréviations aussi. Souvent, les gens ne connaissent pas les abréviations. Donc, ça, c'est les difficultés un peu pour faire une histoire, là. Oui, on en avait parlé déjà dans une autre émission parce que tu regardes ça et tu comprends rien. Ben non. Souvent, c'est des abréviations en anglais en plus. Oui, pour nous, en français, des fois, c'est plus facile de deviner ce que ça peut vouloir dire. En anglais, c'est pas toujours facile. Donc c'est ça. C'est une particularité de notre armée qui, là, on parle pour justement les World Areas, là, même les régiments qui sont officiellement francophones, Maisonneuve, le 22, ils recevaient de la documentation en anglais. Sur le dossier militaire, c'est marqué, ils ne parlent que le français, ils recevaient des documentations en anglais. Ouais. C'est ridicule. Ouais. Mais comme vous me posiez la question aussi, pour faire connaître la base de données, c'est sûr, ce qui pourrait être intéressant éventuellement, c'est de faire des démarches, mais encore là, c'est toujours le temps, pour que notre base de données, par exemple, soit accessible dans les musées. C'est le musée du 22e régiment, que quoi, je suis même plus certaine, en tout cas, les archives ont l'air d'être fermées. Du 22e régiment, le musée, il est sûrement, c'est sûr qu'il est encore là. Mais avant, il y avait un centre d'archives, mais ça peut être le musée de la Chaudière à Lévis, ça peut être le Black Watch à Montréal, le Fusilier Mont-Royal, qui aurait un endroit dans le musée qui pourrait avoir accès à notre base de données. Ça, éventuellement, ça peut être des démarches qui pourraient être faites. Donc, on a bien des idées, mais c'est le temps puis les moyens. Ça serait sûrement intéressant là, de voir là, le cheminement là, de ces soldats-là, puis pouvoir le voir sur... parce que moi, je l'ai fait, petite suggestion, vous avez dit que vous commenciez en 1812, c'est oui, ça? Oui. Moi, j'ai fait un peu, j'ai un ancêtre qui était dans le régiment du Languedoc lors de la guerre de 7 ans, puis quand je suis tombé sur le journal du Chevalier de Lévis, qui est en 6 ou 7 tomes, ou je sais pas trop, là, qui est quand même une brique, mais qui explique où, à chaque jour, comment est-ce qu'il se promène. Bon, je peux voir là, le cheminement de mon ancêtre qui était dans la compagnie Fréville, régiment du Languedoc, puis là, il explique tout qui s'en va où, puis quand ils sont à Carillon, quand ils sont à Fort William Henry, puis bon, fait que ça me permettait là d'avoir une petite brèche d'histoire de mon ancêtre là, un peu plus détaillée. Fait que je suis sûr que les gens vont trouver ça super intéressant. D'ailleurs, si vous aviez un message à transmettre aux plus jeunes générations là, par rapport à cette mémoire-là, ça serait quoi? Moi, j'ai fait en sorte qu'on ne les oublie pas, jamais, que leur sacrifice n'ait pas été vain. On voit ce qui se passe présentement. On n'est pas à l'abri d'une 3e guerre mondiale. Donc, faut surtout pas les oublier, faire tout ce qui est en notre possible pour perpétuer leur mémoire. Donc, moi, ça c'est un peu le message que j'aurais à passer. Si les gens veulent contribuer au projet, de quelle manière ils se prennent? Pour l'instant, il faudrait qu'ils nous contactent, parce que pour l'instant, à un moment donné, on avait mis un lien PayPal, mais comme c'est que nous, on n'a pas voulu se compliquer la vie pour former, on n'est pas enregistré, autrement dit, on n'est pas une compagnie enregistrée. Donc, avec PayPal, ça a fonctionné sur un temps. Donc, c'est plus compliqué dans ce sens-là. Fait que le mieux, c'est de nous contacter et on verra de quelle façon on pourra s'aider. S'il y a des gens qui veulent contribuer, là, ça peut être sous forme de commandite, ça peut être sous différentes formes. Ça sera à voir avec eux, mais il n'y a pas de lien comme tel sur le site web pour faire un don parce qu'on n'est pas enregistré comme compagnie. Okay. Ouais, c'est pas un organisme privé sans but lucratif ou un organisme sans but non lucratif, comme on dit maintenant. C'est vraiment du bénévolat pur. C'est ça. On n'est pas enregistré comme organisme nulle part. C'est vraiment ce soit du bénévolat pur. Nous, on voulait pas, dans le sens, perdre de temps avec la paperasse. Ce qu'on voulait, c'est rentrer tout de suite
dans l'action pour que ce soit disponible. Puis là, ben, c'est sûr que quand tu commences à demander aussi des commandites, ben, à la fin de l'année, tu as plein de paperasse à remplir. C'est un peu ça là, qui nous... ça prend un comptable officiel quand tu commences à avoir un organisme officiel. Oui, parce qu'on parle d'environ 50 $ par mois d'opération. Et il y a personne qui est payé là-dessus, c'est juste pour les services. Aussi, le fait qu'on ait un site qui est qui est quand même mondial, on est obligé de mettre de la sécurité sur le site. Donc, c'était un élément supplémentaire dans nos coûts. L'espace qu'on utilise pour héberger tous les dossiers, les photos, et ainsi de suite, et la protection. Parce qu'on a vous regarderez dans les dossiers que j'ai soumis, là, le rapport de Google Statistics, vous allez voir, là, on a des gens qui viennent de partout à travers le monde. On a environ 5% des requêtes qui sont malveillantes. On est obligé de se protéger de ça. Et puis, on a un certain volume, pas énorme, mais qui est relativement stable, quelques variantes. Ça diminue un petit peu durant la période estivale. Ça va augmenter prochainement à cause du jour du souvenir. Mais grossièrement, c'est un site qui est relativement constant. L'hébergement au Québec. On a un hébergement au Québec maintenant. Ouais. Donc, puis si les gens trouvent des photos d'une pierre tombale d'un soldat que vous n'auriez pas l'information déjà, j'imagine que même chose, on vous écrit directement par le contact qu'il y a sur le site, puis vous allez rentrer l'information par la suite. Exact. Comme on n'est pas fermé à l'idée d'avoir des soldats ou des militaires décédés dans des conflits précédents de 1812. Donc, c'est un élément qu'on pourrait faire éventuellement. C'est une question de recherche de l'information. Ouais. Oui. Ben, les soldats de la guerre de 7 ans, justement, je pense que ça pourrait être très intéressant. Avant qu'on se quitte, est-ce que vous auriez un petit mot de la fin pour nos auditeurs, à commencer par José? N'hésitez pas à faire connaître notre base de données, à diffuser l'information. C'est une information qui est accessible à tous et gratuitement sur Internet. Donc, profitez-en, faites-en profiter les autres. Et nous, ce qu'on veut, c'est faire un devoir de mémoire, puis on souhaite que les gens en bénéficient le plus possible. Donc, on invite les gens à partager la base de données, à la faire connaître auprès de leurs proches. Donc, voilà, c'est mon mot de la fin. Merci. Paul-Émile, Marcia. Ça va, on vous remercie de la fenêtre que vous nous avez accordée. Oui. Vas-y. Un moyen. Moi, je veux juste souligner, si d'autres personnes sont intéressées à des projets similaires, un travail collaboratif pour des gens qui ont des intérêts dans un domaine, c'était une expérience superbe. Donc, je tenais à souligner. Ben, je pense que c'est grandement noté. Ben, là-dessus, oui, allez-y. Peut-être juste un petit mot aussi. S'il y a des personnes qui voudraient se joindre à nous, soit pour entrer des données, on a toujours besoin de bénévoles. Il reste encore des cimetières à compléter. Donc, s'il y a des gens qui sont intéressés, ils peuvent nous contacter, puis ça nous fera vraiment plaisir. Ou ne serait-ce que pour aller prendre des photos. Quelqu'un qui va en voyage en Angleterre. En Angleterre, il nous en manque beaucoup. Qui me dit, bon, moi, j'aurai un petit peu de temps, peut-être faire 2-3 cimetières près de Londres. On envoie les informations, puis on le fait avec des gens qui sont allés en Italie, qui nous sont venus avec beaucoup de photos. Donc, ces gens-là peuvent nous contacter, puis ça va nous faire plaisir de leur fournir l'information. Ben, là-dessus, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir.